tanyini, be tanyini, 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 oh. Solo Solo, c'est un journaliste de France Inter aujourd'hui, mais à l'époque il était à la radio Côte d'Ivoire. C'est le premier journaliste qui a accepté de jouer ma musique. Voilà, parce que les autres me demandaient de l'argent, c'est le premier, c'est le seul qui m'a accueilli et qui a écouté ma musique et qui a dit bon voilà, je le passe. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui était là au début, quoi. Pour moi, l'éducation, c'est la base. Pour moi, c'est l'éducation qui va tout changer. Parce qu'aujourd'hui, les populations africaines sont manipulées par les politiciens véreux, sont manipulées par le système occidental, parce que tous ceux-là savent que les populations africaines, la majorité ne sait ni lire ni écrire. Et moi, je pense que quand la majorité sera réveillée grâce à l'éducation, alors les gens, au lieu de voter pour un billet de franc CFA ou un t-shirt, les gens ils exigeront un programme à chaque candidat. Voilà. Dans nos pays, les candidats, à la veille des élections, ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas de pression pour avoir un programme. Donc il y en a qui viennent et disent je vais être président, je vais vous aider, je vais faire ceci, et puis ils sont élus. Et ça, c'est parce que la population est endormie. Et je pense que c'est l'éducation qui va réveiller les Africains. C'est pourquoi j'ai fait ce concept, un conseil, une école. Ouais. Et nous avons construit 6 écoles aujourd'hui dans différents pays africains. Moi, j'aimais beaucoup danser. J'aimais beaucoup danser quand j'avais 11-12 ans. Mais c'était sur d'autres chants de musique. Et puis, ça ne marchait pas bien à l'école primaire. Et mon père, n'étant pas content de mon résultat, en fin d'année, m'a expédié dans son petit village sans électricité. Et quand j'arrive là-bas, les jeunes du village s'organisaient quand même chaque week-end pour faire une petite soirée dansante. Et moi, j'y allais. Et comme je venais de la ville, donc quand je commençais à danser, tout le monde s'arrêtait pour me regarder. Et voilà, à un moment, je ne supportais plus ça. Et j'ai décidé de danser que sur du reggae. Et là, j'ai remarqué que les gens ne me regardent pas. Tout le monde danse parce que c'est facile à danser. Et c'est à partir de ce moment, d'ailleurs, que j'ai décidé de chercher à savoir qu'est-ce que Bob Marley dit dans ses chansons, qu'est-ce que Bernie Speed dit dans ses chansons. Et puis bon, c'est ça qui a été le déclic. J'ai une anecdote. Moi, j'avais mes chansons dans ma langue maternelle. Je n'osais pas les chanter parce que tout ce qu'on écoutait comme reggae, c'était en anglais. Et puis quand il y a eu cet album Diablerie de Alpha Blondy qui chantait dans les langues maternelles, et donc à partir de ce moment, je me suis dit waouh. Et donc ça marche bien. Ouais. La péniche Makara, c'est là que je me suis produit pour la première fois quand je suis venu en France. Donc une péniche qui était sur le quai en face de la bibliothèque François Mitterrand. Et c'est là que j'ai fait mon tout premier concert et j'ai fait le deuxième concert. J'ai fait 2 concerts là-bas avant d'attaquer les autres salles de Paris. Après la péniche Makara, on a fait la Boule Noire, ensuite l'Élysée Montmartre. Et ton premier concert dans ta ville natale, il y a 37 000 personnes? Ah oui, oui, il y avait 37 000 personnes parce que, voilà, moi j'étais, avant d'aller dans la capitale, j'étais un peu la star locale. Donc je jouais dans des petits villages et tout. Et puis quand j'ai sorti mon premier album, que ma musique passait à la radio et à la télé un peu. Et donc mon retour au village, c'était un peu le retour de l'enfant prodige. C'était aussi beaucoup de curieux. Voilà, beaucoup de personnes qui voulaient savoir ce que je suis devenu. Donc j'ai un souvenir. Les instruments qu'on a installés ne sonnaient pas du tout. Ouais. Mais quand j'attaquais une chanson, je chantais les premières phrases d'une chanson. Alors tout le stade reprenait la chanson. Donc ça fait qu'on n'entendait pratiquement pas la musique. C'était impressionnant, il y avait du monde.
Le monde des choses, c'est un nouvel album. Ça parle de réchauffement climatique, ça parle de l'inaction des décideurs de ce monde. Voilà, je dis simplement que j'essaie de sensibiliser les populations du monde à travers ce titre, mais aussi dénoncer l'inaction des dirigeants de ce monde parce qu'il y a urgence. Je pense que si on aime nos enfants, notre descendance, il est important qu'on se fasse des soucis de savoir dans quel monde ils vont vivre demain. Et donc notre souhait, c'est qu'ils vivent dans un monde, sur une planète propre. Et donc voilà, c'est de ça que je parle dans ce titre. Mais sinon, l'album est assez varié. Soprano, on a fait une première expérience ensemble avec Ouvrir les frontières et on a décidé de remettre ça cette fois-ci. J'avoue que l'objectif avec Soprano, c'est d'abord on s'apprécie mutuellement, mais je suis conscient que le public qui écoute Soprano ne m'écoute pas forcément. Voilà. Et donc le message du respect de la planète, du réchauffement climatique, tout ça, c'est tellement important qu'il faut que les enfants soient sensibilisés. Donc les enfants de 5 à 20 ans, moi j'ai 50 ans, donc je peux dire que les gens qui ont 20 ans sont des enfants quand même. Mais je pense que c'est important que ceux-là soient sensibilisés parce que c'est l'avenir du monde. Et donc s'ils sont sensibilisés dès le bas âge, alors ils vont grandir avec le respect de la planète, ils vont savoir où il faut mettre les poubelles, etc. Et donc j'avais besoin vraiment de Soprano pour venir faire passer ce message-là à cette génération. Jason Geoffrey. Geoffrey, c'est mon la première personne qui m'a accompagné à la guitare. Voilà, la première fois que j'ai chanté sur le son d'une guitare, c'est lui. J'étais dans notre cours, et puis j'ai entendu quelqu'un jouer la guitare à l'extérieur. Donc je sors, je viens, je le vois en train de répéter avec un ami à moi qui lui aussi voulait chanter. Donc je viens, je m'assois, je les écoute. Et puis quand ils finissent de répéter, j'ai dit au monsieur, parce que moi j'avais mes chansons, je vous disais tout à l'heure que je composais mes chansons, mais j'avais honte de les chanter. Et je suis venu les voir, et puis ils étaient en train de jouer. Quand ils ont fini, j'ai dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez me permettre de chanter une chanson? Et il a dit oui. J'ai dit c'est ma première fois, il m'a dit oui. Je suis commencé à chanter. Oh, j'entendais derrière la guitare, j'étais heureux. Voilà, et donc je ne sais pas où il est, je souhaite qu'il soit de ce monde. C'est lui qui te donne le Tiken C'est lui qui m'appelle Tiken. C'est lui qui m'appelle Tiken alors que mon père m'appelait Tcheni. Tcheni qui signifie petit garçon parce que moi je porte le nom de l'ami intime de mon père. Donc mon père appelait son ami Petit. Donc quand il m'a donné le nom de son ami, il m'appelait avec le même surnom que son ami. Donc il m'appelait Tcheni. Tcheni qui signifie petit garçon. Et lui, Jason Geoffrey, lorsqu'il est venu à la maison, il voyait mon père m'appeler comme ça. Et puis quand on sortait de la maison, il disait Tiken, Tiken. Il dit non, qu'est-ce qu'il dit? Comment tu m'appelles là? Il dit Tiken. J'ai dit mais c'est comme ça que ton père t'appelle? J'ai dit non, il ne dit pas Tiken, il dit Tcheni. Et puis il répétait après moi Tcheni, mais quelques jours après, il revenait encore, il m'appelait Tiken. Et puis bon, un jour j'étais sûr, j'ai dit mais attends, Tiken c'est pas mauvais, c'est quand même joli, c'est un joli nom. Et puis j'ai gardé le nom, mais j'ai gardé le nom aussi en reconnaissance de Jason Geoffrey parce que il m'a appris à composer des chansons. C'est quelqu'un qui, dès qu'on s'est connus, me disait chaque jour que tu viens me voir, il faut que tu aies une nouvelle chanson. Donc quand je venais, on faisait la maquette à la guitare, on enregistrait. Et moi, je devais réfléchir à une autre chanson ou écrire une autre chanson pour revenir le lendemain. Donc au moment où je commençais ma carrière, j'avais une trentaine de morceaux déjà qui étaient enregistrés et c'est grâce à lui. Ça, c'est Soundiata Keita. Soundiata Keita, c'est l'empereur du Manding. Moi, je suis du peuple Manding. Et donc c'est un empereur qui a libéré son peuple en 1235
Et à côté de lui, il y avait mon ancêtre Fakoli Kumba, Fakoli Daba, qui était l'un de ses lieutenants. Et ils ont combattu ensemble, ils ont gagné la guerre. Et c'était un empereur très connu en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est une longue histoire, il est parti en exil des années. Il a été chassé par la reine-mère, qui était la première dame de son père. Et donc, quand son père est décédé, la reine-mère s'inquiétait, puisque c'est l'un des fils de la reine-mère qui était l'héritier de son père. Et comme Soundiata Keïta avait été annoncé presque 7 ans avant sa naissance, il y a un chasseur qui passait, qui a prédit qu'il y a un enfant qui va naître et que c'est celui qui va sauver l'empire de son père. Et donc du coup, Soundiata il faisait peur à la reine-mère, donc il a tout fait pour que son fils roi chasse Soundiata et sa mère et sa soeur. Et donc ils ont été chassés du village, ils ont été bannis du village, et il est revenu des années après pour récupérer l'empire de son père. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je regarde beaucoup la chaîne Planète, la chaîne Histoire, parce que moi, je n'ai pas fait de longues études, donc ça complète un peu ma culture au niveau histoire, au niveau actualité, voilà. J'apprends beaucoup de choses. Oh ouais, c'est mon manager qui m'a surnommé comme ça parce que voilà, j'ai fait beaucoup de photos avec les fans. Voilà, et moi je considère que j'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup de fans. Voilà, je ne mets pas de barrière. Donc du coup, j'ai du mal à circuler en Afrique, dans les capitales, partout. Et tout le monde veut faire des photos. Donc effectivement, quand elle est venue me visiter, elle est venue nous visiter avec son mari à l'époque. Elle est venue 2 fois. Et partout où on est passé, même dans les petits villages. Parce qu'elle est venue une fois, on partait au funérailles de ma mère, dans le nord de la Côte d'Ivoire, de Bamako à là-bas. Et dans tous les petits villages, le plus surprenant, c'est que la nuit, on s'est arrêté dans un village, il n'y avait pas d'électricité, on était dans l'obscurité. Et puis quand il y a une personne qui m'a reconnu, alors c'est tout le village qui est sorti pour venir, et ils avaient un appareil photo avec flash et tout ça, ils ont fait des photos. Donc effectivement, ouais, j'ai fait beaucoup de photos, voilà. Pas autant que la Tour Eiffel, mais j'en fais beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon.